Une paix signée, mais jamais vécue. À l'est du Congo, les armes n'ont pas eu le temps de se taire. Quelques semaines seulement après la signature de l'accord entre la RDC et le Rwanda, les combats ont repris. Les déplacés se sont entassés et les minerais ont continué de sortir du pays comme si de rien n'était. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi cet accord, présenté comme une victoire diplomatique, a-t-il échoué avant même d'exister? Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous allons remonter le fil de cette paix en suspens, depuis les promesses brisées jusqu'aux intérêts cachés, pour comprendre qui gagne vraiment quand la guerre continue. Derrière les discours de paix, il y a une réalité plus dure, celle d'un conflit que trop d'acteurs ont intérêt à ne jamais voir se terminer. Bienvenue sur Géopulse AZ. Ici, on prend le temps de comprendre le monde sans slogan, sans caricature, avec nuance. Au départ, tout semblait possible. Après des mois de tension entre Kinshasa et Kigali, l'annonce d'un nouvel accord avait suscité un espoir fragile. Celui d'un apaisement durable à l'est du Congo. Mais cet espoir n'a duré que quelques semaines. Car sur le terrain, la paix n'a jamais pris corps. Les armes ne se sont pas tues. Les convois n'ont pas cessé de circuler. Et les populations n'ont jamais vu la différence. Pourquoi cet accord a-t-il échoué? Était-ce une erreur de calcul politique? Un manque de volonté? Ou la preuve qu'un conflit aussi enraciné ne se règle pas avec une simple signature? La vérité, c'est que cet accord est né bancal. Il s'appuyait sur des promesses vagues, sans mécanisme de contrôle, sans engagement concret. Et surtout, sans compréhension de ce qui nourrit réellement la guerre. Ce n'était pas un traité de paix, mais une déclaration d'intention. Les diplomates parlaient d'un retour à la stabilité. Mais dans les collines du Nord Kivu, on continuait à tirer. Dans les camps autour de Goma, les familles continuaient de fuir. Et dans les marchés frontaliers, les minerais continuaient de passer, comme si de rien n'était. Avant d'aller plus loin, prenez une seconde pour soutenir ce travail d'analyse indépendante. Abonnez-vous à Géopulse AZ, activez la cloche pour ne rien rater. Et laissez un like si vous pensez qu'il faut parler du continent africain avec rigueur, nuance et respect. À première vue, la guerre à l'est du Congo ressemble à un conflit local. On y voit des milices, des soldats, des montagnes et des villages dévastés. Mais en réalité, c'est une guerre mondiale miniature. Les minerais extraits dans ces régions servent à fabriquer les objets que nous utilisons chaque jour. Nos téléphones, nos ordinateurs, nos voitures électriques. Le champ de bataille congolais est relié à nos poches, à nos écrans et à nos modes de vie. Sur le terrain, les forces en présence changent sans cesse. L'armée congolaise, les rebelles du M23, des milices locales et des troupes régionales se disputent le contrôle des routes minières. Les accords signés à Nairobi ou à Luanda ont tenté d'apaiser la situation, mais sans véritable mécanisme de contrôle. Chaque chef agit pour ses intérêts. Chaque groupe tente de garder la main sur son territoire. Une paix sans suivi, c'est une pause, pas une solution. Sous la terre, un autre front existe. Les minerais sont devenus la monnaie de guerre. Chaque gisement rapporte, chaque cargaison finance un combat. Tant qu'il n'existera pas un système international de traçabilité, la richesse du Congo restera une malédiction. Ces minerais quittent le pays sous des étiquettes propres. Mais ils proviennent souvent de zones de conflit. Le vrai moteur du conflit se trouve au-delà des frontières. La guerre ne dure que parce qu'elle rapporte. Les armes ne sont pas fabriquées à Goma ou à Kigali. Elles viennent d'ailleurs. Les minerais, eux, repartent vers les marchés mondiaux, vers les usines d'Asie, d'Europe ou d'Amérique. Les puissances qui prônent la paix sont parfois les mêmes dont les entreprises profitent du désordre. Tant que ces flux continueront, le Congo restera enfermé dans une économie de guerre globale. Les grandes puissances ont un besoin vital de ces minerais stratégiques. Pour elles, une région instable, mais fonctionnelle, est plus pratique qu'un État fort. La stabilité coûte cher. L'instabilité, elle, permet d'acheter à bas prix. C'est cynique, mais réel. Le chaos est rentable. Le Congo n'est pas seulement victime d'un conflit interne. Il subit un système international où les intérêts économiques passent avant la paix. Les mêmes acteurs qui financent pour les missions humanitaires ferment parfois les yeux sur la contrebande. Le discours officiel condamne la guerre, mais la pratique économique, elle, l'alimente.
Comprendre cela, c'est comprendre que la paix ne dépend pas seulement des armes au sol, mais des décisions prises dans les capitales étrangères. Londres, Bruxelles, Pékin, Washington. C'est là que se trouvent, bien souvent, les clés du conflit. Si vous êtes encore là, c'est que vous faites partie de celles et ceux qui cherchent à comprendre. Alors prenez un instant pour liker cette vidéo. C'est un petit geste, mais c'est ce qui permet à des analyses comme celle-ci d'exister. Merci à vous. L'avenir du Congo dépendra du scénario qui l'emporte. 3 options se dessinent et chacune raconte une vision différente du futur. Le premier scénario, le plus probable à court terme, c'est celui de la paix intermittente. Des cessez-le-feu locaux, des corridors humanitaires, quelques zones sécurisées autour des routes commerciales. On éteint les incendies sans éteindre le brasier. C'est une paix pratique pour les uns, frustrante pour les autres. Elle soulage un temps, mais elle ne soigne rien. Et c'est justement ce scénario qui profite à ceux qui financent la guerre. Une instabilité gérée, suffisamment chaotique pour justifier les dépenses militaires, mais assez stable pour laisser passer les minerais. Le deuxième scénario, plus risqué, c'est celui de l'embrasement régional. Un incident mal attribué, une frontière franchie et tout s'embrase. Ce scénario profite à court terme aux trafiquants d'armes, mais il menace tout le reste, les civils, les économies voisines et même les grandes puissances. Le chaos total rapporte, mais il finit toujours par coûter plus cher qu'il ne rapporte. Le troisième scénario, celui qu'on espère mais qu'on redoute d'appliquer, c'est la sécurité contre transparence. Une vraie réforme. Les forces séparées et surveillées par satellite, les flux miniers traçables. Les sanctions automatiques pour les contrevenants et des bénéfices directs pour les populations locales. Ce scénario rend la guerre non rentable et la paix concrète. Mais il exige du courage politique et une volonté internationale réelle. Et c'est bien pour cela qu'il dérange. Il met fin à une économie de guerre dont trop d'acteurs tirent de profit depuis 30 ans. Alors que faire? Commencer par la vérité. Nommer les acteurs, cartographier les flux, suivre l'argent et rendre publics les contrats. Imposer la transparence comme condition d'aide et rendre la paix visible pour ceux qui la vivent. Routes ouvertes, écoles rouvertes, emplois créés. La paix n'est pas une signature. C'est une expérience quotidienne. Avant de conclure, j'aimerais connaître votre avis. Pensez-vous qu'une paix durable soit encore possible à l'est du Congo? Et surtout, qui doit la garantir? Les États africains, l'ONU ou les citoyens eux-mêmes? Dites-le en commentaire, votre regard compte. Et si cette vidéo vous a éclairé, abonnez-vous à Geopulse AZ, activez la cloche pour ne rien rater et partagez cette analyse avec un ami qui s'intéresse à l'Afrique et à la géopolitique. Parce que comprendre ces dynamiques, c'est déjà refuser qu'elles se répètent. La paix au Congo n'est pas une utopie. Mais tant que l'injustice rapportera plus que la justice, ceux qui profitent du désordre n'auront aucune raison d'y mettre fin. Comprendre cela, c'est déjà refuser l'oubli. Merci d'avoir regardé Geopulse AZ, parce que comprendre le monde, c'est déjà commencer à le changer.